cessez-le-feu énergétique Russie-Ukraine n'aura donc duré que jusqu'au 1er février, la date prévue, et dès que le délai a été écoulé, les forces armées de la Fédération de Russie ont repris leur bombardement des sites énergétiques ukrainiens. L'objectif semble toujours être le même, mettre à genoux l'économie ukrainienne en détruisant l'approvisionnement électrique du pays. Une situation qui touche aussi très durement la population civile depuis le début du mois de janvier 2026, d'autant que ces jours-ci, les températures sont extrêmement basses, avec des pointes sous les -20 durant la nuit. Le cessez-le-feu énergétique décidé d'un commun accord par les Russes et les Ukrainiens la semaine dernière est bel et bien terminé. Il était prévu qu'il se termine au 1er février. Donc dans la nuit du 2 au 3, on a eu une reprise des bombardements massifs. Ont été frappées des centrales électriques ainsi que des installations de répartition de l'énergie. D'après l'énergéticien ukrainien DTEK, qui est l'énergéticien principal pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité en chauffage pour les particuliers, compagnie qui appartient à l'oligarque Rinat Akhmetov, oligarque qui était le principal financier du président Yanukovych à l'époque où celui-ci était au pouvoir et qui s'est mis au service de M. Zelensky dans les années 2019-2020. Eh bien, nous avons d'après cette compagnie, la nuit dernière a été celle qui a eu le coup le plus puissant contre le système énergétique ukrainien depuis le début de l'année 2026. Et alors qu'un nouveau cycle de négociations tripartites Russie, Ukraine, États-Unis reprend demain à Abu Dhabi pour 2 jours, des premiers signes de concession de la partie ukrainienne sur les questions territoriales voient le jour. Il y a eu une déclaration intéressante hier du gouverneur de la région de Nikolaïev, Vitaly Kim, qui est un très proche de Volodymyr Zelensky, qui a déclaré que l'Ukraine devait faire la paix, y compris au prix de concessions territoriales, et que l'heure maintenant n'était plus à essayer de sauvegarder du territoire à tout prix, mais de sauvegarder les vies humaines. On voit que le pouvoir ukrainien est en train de craquer. Un deuxième indice, c'est que l'Institut international de sociologie de Kiev a sorti hier les résultats d'une enquête d'opinion sur l'opinion des Ukrainiens vis-à-vis de la paix, et le taux d'Ukrainiens favorables à la paix, y compris au prix de concessions territoriales, a bondi de 25% à 40%, donc plus 15% depuis l'enquête de la fin de l'automne dernier. Donc ceci montre, et sachant que bien sûr les sondages dans un pays en guerre ne sont pas scientifiquement très probants, ils sont juste un indicateur du pouvoir ukrainien qui les manipule. La partie russe semble d'ailleurs confiante dans sa capacité à faire plier tôt ou tard l'Ukraine sur la revendication complète du Donbass, puisqu'actuellement elle ne pousse presque que dans le secteur de Zaporijia. Pour rappel, les éléments de négociation qui ont préalablement fuité prévoient une cession complète du Donbass à la Russie, tandis que la ligne de front serait gelée dans les oblasts de Kherson et de Zaporijia, dont la Russie avait pourtant décrété l'annexion complète à l'automne 2022, sans toutefois les avoir jamais conquis en intégralité. Pour la Russie, à défaut de constituer une très grande victoire, la prise complète du Donbass constitue une sorte de minimum syndical auquel elle ne semble vouloir en aucun cas renoncer, tandis que les autres questions territoriales semblent nettement plus négociables. Mais plus les négociations traînent en longueur, plus la Russie semble malgré tout intéressée d'avancer dans l'oblast de Zaporijia. Quant à l'oblast de Kherson, il est quasiment impossible de reprendre les territoires situés de l'autre côté du Dniepr. Toutefois, le pouvoir ukrainien semble désireux de retarder l'échéance d'un accord de paix. A priori, pas forcément pour renverser la vapeur sur la ligne de front, tant cela semble très improbable. Mais selon Romain Bessonnet, l'enjeu pour Volodymyr Zelensky est tout simplement d'avoir le temps de consolider son pouvoir en interne. M. Zelensky a déclaré qu'il n'y aura pas d'accord tripartite, États-Unis, Ukraine aussi, mais 2 accords bipartites, un accord Ukraine-États-Unis et un accord États-Unis-Russie. Sachant que M. Zelensky a dit que pour les concessions territoriales, il fallait qu'elles soient discutées directement entre Ukrainiens et Russes au niveau des présidents. C'est la dernière manœuvre de M. Zelensky pour déplacer dans le temps les négociations pour qu'elles durent le plus longtemps afin de consolider son pouvoir. Reste à voir jusqu'à quand le président ukrainien pourra jouer la montre
étant donné que la situation économique de l'Ukraine se dégrade de plus en plus, ce qui s'observe avec un décrochage progressif de sa monnaie nationale, la grivna. L'Ukraine a de plus en plus besoin d'argent. La grivna a passé le cap donc des 50 grivna pour 1 euro à la fin de la semaine dernière. Et là, on est en train de descendre à 52, 53 grivna, ce qui est une dévaluation très importante de la monnaie et ce qui montre que le gouvernement est en difficulté de financement parce que l'essentiel des services publics commence à être payé par de l'émission monétaire, c'est-à-dire par de la monnaie de singe. En attendant, comme toujours, les Européens sont inexistants dans les négociations dès lors que les choses sérieuses se passent. Mais cela ne devrait pas empêcher l'Europe de passer à la caisse, étant donné que les Américains entendent forcer la main de Kiev pour des concessions à Moscou, en échange de faveurs qui seront accordées à Kiev, mais ce sont les Européens à qui l'on demandera de financer ces concessions. Guerre ou paix, l'Europe devrait donc être la perdante, quoi qu'il advienne.